Une soirée donc, qui va avoir une thématique d'actualité, parce qu'on va vous parler fiscalité, on va vous parler impôts, donc quelque chose qui vous parle, vous savez, qui revient chaque année à peu près à la même période. Sur un épisode un petit peu douloureux, c'est toujours jamais trop une gaieté de cœur, bon bref. Voilà, mais on va essayer de rendre la chose un petit peu dynamique et un petit peu sympathique, parce que là, pour le coup, cette année, vous avez dû voir ou entendre que c'est particulièrement compliqué. On va le voir, il y a quand même beaucoup de pièges et de choses trappes, entre guillemets, donc c'est ce qu'on va essayer de vous décrire dans l'intervention, vraiment d'essayer d'avoir des points de vigilance. Je ne sais pas si vous avez déjà fait votre déclaration. Si vous l'avez déjà fait, c'est pas grave parce que vous savez que vous pouvez y revenir sur votre portail et corriger éventuellement le tir si vous apercevez que dans l'exposé qu'on va développer, il y a des choses que vous auriez mal fait ou mal remplies. Donc vous avez jusqu'au 28 mai pour corriger tout ça. Donc on va regarder tout ça. En tous les cas, c'est aussi un honneur pour moi et vraiment une fierté d'être accompagné, d'être bien accompagné par notre associée Sandrine Cotte qui représente le plateau mathésin. Voilà, donc Sandrine, notre associée expert comptable qui gère le bureau de la Mure, donc qui va animer avec moi cette intervention et vous décrire tout ça. On va se relayer un petit peu sur la thématique. Sandrine va nous parler des objectifs de cette réforme. Bonsoir. Alors, les objectifs de la réforme du PAS. Donc, le prélèvement à la source a été mis en place au 1er janvier 2019. Ça, je pense que vous êtes au courant. Et l'objectif principal du prélèvement à la source, donc, c'était de supprimer l'année de décalage qu'il y a entre la perception des revenus par le contribuable et la liquidation de l'impôt. Donc ça vise principalement cet objectif. L'avantage aussi pour cette année, c'est qu'ils n'ont pas supprimé les réductions d'impôt et les crédits d'impôt. Ils seront maintenus. Donc ce qui ne change pas, c'est les règles de calcul. Les règles de calcul resteront identiques. Le barème de l'impôt, il n'est pas modifié, on vient de le voir. Les règles de foyers fiscaux, de quotients familiaux restent identiques. Et il y a juste une chose qui va changer, c'est que l'administration dispose d'un an de plus pour contrôler notre déclaration 2018. Et Laurent va vous présenter le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Un nom charmant, hein, ça c'est écrit CIMR, on appellera ça CIMR si vous le voulez bien. Donc ça va être une fois de plus ce que l'administration est capable de nous pondre. Je le dis souvent avec beaucoup d'humour, on n'a pas de pétrole en France, mais on a des idées. Quand on voit ce qu'ils nous ont fait comme texte cette année, c'est vraiment l'image type de cette expression. Alors, le principe, il est finalement quelque part assez simple. En gros, on vous dit souvent, vous avez dû l'entendre, en 2018, en fait, c'est l'année blanche, effectivement, les revenus ne seront pas imposables. Bon, si on était parti de ce principe-là, vous doutez bien que l'administration, vu l'état des finances publiques, était non plus pas très enclin à faire une année de ristourne au niveau de la fiscalité et des impôts au niveau national. Donc, parce que vous doutez bien qu'à ce moment-là, les gens auraient pris des grosses primes en 2018, des grosses distributions de dividendes, ça aurait été un petit peu compliqué pour les finances publiques. Donc l'administration a déterminé des règles et sont allés nous dire tous les revenus qui sont de nature courante ne seront effectivement pas imposés en 2018, ils seront annulés, on va le voir comment ensemble, et certaines autres catégories de revenus seront systématiquement imposés. Donc dans ces autres catégories de revenus, c'est ce qu'on vous a mis ici, par exemple les dividendes et les plus-values seront systématiquement catégorisés comme des revenus exceptionnels, donc imposables au titre de l'année 2018, resteront imposés au titre de l'année 2018. Alors ça peut paraître surprenant. Alors autant les plus-values intellectuellement, j'ai envie de dire, bon, c'est vrai qu'on ne va pas réaliser des plus-values, vendre des parts d'actions, réaliser des plus-values immobilières. Ça ne me choque pas, j'allais dire par nature que ça soit exceptionnel. Des dividendes, c'est très très soumis à interprétation parce que j'ai, notamment dans cette salle, certains clients avec qui on décide chaque année de prendre des dividendes. Quelque part, le dividende, c'est une forme de rémunération. C'est un arbitrage de la rémunération qu'on peut faire entre le salaire de dirigeant et les dividendes. Donc c'est un panachage de la rémunération. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, attendez, un dirigeant qui touche chaque année une somme à peu près équivalente de dividendes par rapport à sa structure, pourquoi catégoriser ça comme un revenu exceptionnel ? C'est pas du tout cohérent. Moi, j'exclus pas qu'il y ait un contribuable armé d'un avocat un peu péchu qui monte en conseil, vous savez, Cour de justice européenne, et qui obtienne gain de cause par rapport à ça. Pour l'instant, on l'a pas encore vu, parce que les déclarations, elles arrivent là. C'est pas exclu qu'on ait ce débat-là. En tous les cas, pour l'instant, en termes d'application de règles, que vous touchiez 1 euro de dividende ou 1 million de dividendes, dès le 1er euro, vous serez imposé au titre de l'année 2018, imposition en 2019. Donc ça, pour l'instant, c'est pas très compliqué. C'est l'administration qui fixe les règles. Ils vous disent ces catégories de revenus-là, toujours imposables.
Après, l'ensemble des autres catégories, c'est là où ça va venir se complexifier un petit peu. Il va falloir regarder catégorie de revenus par catégorie de revenus. Est-ce qu'on est dans un cadre de revenus non exceptionnels, auquel cas l'État nous annule l'imposition correspondante par le jeu du CIMR, ou est-ce qu'on est dans le cadre d'un revenu exceptionnel et on reste dans une imposition? Et on va voir ensemble qu'il peut y avoir au sein de la même catégorie, dans les salaires, dans les revenus fonciers, à la fois des revenus exceptionnels, à la fois des revenus courants, et c'est là où ça devient se complexifier un petit peu et se corser. Alors, pour vous permettre de bien comprendre le calcul, finalement, j'ai presque failli ce calcul le faire à mon fils, parce que vous savez, il est en CM2, et en CM2, on apprend les règles de 3. Voilà, donc c'est un super exemple de règle de 3, en fait, l'application du CIMR. Alors, on vous prend un petit exemple pour comprendre comment ça se passe. Donc, un contribuable qui a des salaires, donc entre guillemets des revenus non exceptionnels, pour un montant de 40 000, et il a eu, au titre de 2018, on prend cet exemple, une prime de mobilité de 4 500 €. On le verra par la suite, la prime de mobilité a été définie par l'administration comme justement un revenu de nature exceptionnelle qui restera imposable. Donc vous avez compris, il a eu 44 500 de rémunération. Il a réalisé un don de 450 €, ça c'est pour expliquer le calcul. Donc son impôt sur le revenu brut, qu'il devrait avoir à assumer au titre de l'année 2018, s'élève à 6 365 €. On a vu que les dons, on en a parlé tout à l'heure, Sandrine vous l'a expliqué, toutes les réductions et crédits d'impôt sont maintenues. Donc on viendra défalquer de son impôt 66%, vous savez que les dons sont déductibles à hauteur de 66%, donc 300 €. Donc en fait, son impôt théorique est de 6 065 €. Mais l'État, par le jeu du CIMR, va justement annuler ces 6 065 € à hauteur du produit en croix, de la règle de 3, des revenus exceptionnels versus les revenus courants. Donc en fait, il a eu 44 500 € de revenus, 40 plus 4 500. Dans les 44 500, il n'y en a que 40 000 qui sont considérés comme des revenus courants. Donc l'État va nous faire une bonne règle de 3, comme je vous l'expliquais, 5 721 € de réduction d'impôt, d'annulation de l'impôt au titre de l'année 2018. Donc finalement, notre contribuable, combien il va avoir à payer? Il va avoir à payer 6 365, moins les 5 721 de CIMR, d'annulation, moins les 300 € de réduction d'impôt liés aux dons, qui sont maintenus. Finalement, il ne paiera que 344 €. Alors vous allez me dire, tout ça pour ça. Oui, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix, on est obligé de l'assumer. En tous les cas, souvent, on a dit, finalement, oui, c'est une année blanche, on va essayer d'éviter d'avoir des revenus exceptionnels. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de discussions avec des clients sur ce sujet-là. Finalement, tant qu'à faire, oui, on peut essayer d'éviter d'avoir des revenus exceptionnels, mais si on a des revenus exceptionnels, c'est pas pire, voire même, c'est peut-être même avantageux. Parce que je me dis, si mon revenu exceptionnel met 4 500 €, si j'étais pas dans l'année blanche, si j'étais en régime traditionnel ou en 2019, mes revenus exceptionnels, mes 4 500, ils auraient été imposés comment? Ils auraient été imposés dans la tranche marginale d'imposition dans laquelle je me trouve. J'ai pris une hypothèse d'un contribuable qui est dans une tranche à 30. 30% de 4 500, si je compte bien, ça fait 1 350 €. Donc normalement, si cette prime de 4 500, mon contribuable, il la touchait en 2019 ou en 2017, il aurait pris 1 350 € d'impôt dessus. Par le jeu du CIMR, on s'aperçoit qu'il n'en paye que 644 avant l'annulation du réduction d'impôt. Donc on a quand même un gain de 706 €. On parle de 4 500 €. Si on démultiplie ça, si je vous rajoute des zéros, forcément on a un impact. Donc c'est vrai que nous, pendant 2 ans, quasiment, le débat qu'on a eu avec les clients qu'on pouvait, maintenant c'est trop tard, on est en 2019, mais ça a été de dire, en gros, est-ce que vous voulez prendre des revenus exceptionnels? Si oui, à ce moment-là, autant les prendre en 2018 plutôt qu'en 2019, parce que du coup, vous aurez une imposition qui est moindre, vous aurez une imposition au barème progressif avec votre taux moyen et non pas en tranche marginale. Donc selon la tranche marginale dans laquelle vous êtes, il y a eu un vrai intérêt de faire ça. C'était juste pour vous le présenter, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que, entre guillemets, il fallait le faire jusqu'au 31/12. On est déjà le 16 mai, c'est un peu tard. Sandrine, je te laisse reprendre la main sur les traitements et salaires. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir ensemble, catégorie par catégorie, un peu comment ça marche et ce que vous devez déclarer sur votre déclaration. Alors, pour les traitements et salaires, on a rajouté les gratifications surérogatoires. Alors, surérogatoires, c'est... Ouais. Voilà, on a dû ouvrir le Larousse pour comprendre ce que c'était. Donc, la définition du Larousse, c'est quelque chose qui s'ajoute sans nécessité superflue ou superfétatoire. Donc, je pense que je vous ai perdu. Donc, en gros, c'est des sommes qui sont accordées
sans lien avec le contrat de travail. Donc on verra dans les slides qui suivent exactement ce que c'est, je vais vous expliquer en détail. Après, il y a tous les revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures. C'est ce qu'on appelle les revenus différés ou anticipés. Donc, le gros avantage que vous avez en tant qu'employeur, c'est que ce n'est pas à vous de caractériser si la prime que vous avez versée à votre salarié est surérogatoire ou pas. C'est au contribuable lui-même de faire la différence. Donc, bonne chance à lui, quoi. Donc, pour l'analyse du caractère surérogatoire ou non d'une gratification, il faut vraiment l'effectuer au cas par cas. Parce que chaque entreprise a ses usages et ses habitudes. Chaque salarié a un contrat de travail différent. Donc, c'est vraiment au cas par cas. On ne peut pas généraliser et dire cette prime-là, parce que c'est une prime de résultat, elle est forcément courante. Donc, il faut bien prendre en compte les conditions de versement qui sont déterminées dans le contrat de travail et que le montant versé ne va pas au-delà de ce qui a été prévu dans le contrat initial. Alors, il faut faire attention maintenant, c'est que les primes hors contrat, elles ne sont pas toutes surérogatoires. Parce qu'on aurait pu penser que tout ce qui était prévu dans le contrat de travail, c'était courant, donc on en prend en compte. Mais ils ont prévu d'autres cas de versement de primes qui n'étaient pas forcément prévus dans le contrat de travail, mais qui vont être soumis à crédit d'impôt. Donc, il y a deux conditions cumulatives, c'est pas soit l'une soit l'autre, c'est les deux cumulés qui vont caractériser le caractère surérogatoire ou pas. Donc, il faut qu'elle soit versée de manière habituelle, donc c'est-à-dire qu'une prime qui revient régulièrement chaque année et que le montant n'est pas excessif par rapport à ce qui avait été versé les années antérieures. Il faut qu'il soit au moins égal ou inférieur. On ne peut pas être supérieur, sinon c'est exceptionnel. Donc, pour faire simple, on vous a fait un petit schéma qui synthétise les cas de gratification. Donc, soit votre gratification elle est prévue au contrat de travail, et là, il n'y a pas de problème, c'est non exceptionnel. Soit votre gratification, elle n'est pas prévue dans votre contrat de travail, et là, il faut que les deux conditions que j'ai citées précédemment soient réunies. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit versée de manière habituelle et que le montant soit au moins égal ou inférieur aux années antérieures. Sinon, c'est considéré comme une rémunération exceptionnelle et là, il va falloir l'indiquer à l'administration fiscale. Votre déclaration, vous avez les revenus connus d'activité, donc c'est les rémunérations perçues par les salariés qui seront indiquées automatiquement en case 1 à J. Donc, il ne faudra pas la supprimer ou modifier le montant, il faut laisser le montant tel quel. Et en case 1 à X, vous devrez indiquer les revenus qui sont vraiment exceptionnels. Donc, attention, il faudra mettre le montant net imposable, pas le montant brut de la prime. Donc déjà, vous avez vu que ce n'était pas très très simple. Et là, on va y aller crescendo. Alors, les revenus de capitaux mobiliers, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est nos dividendes et nos plus-values. Donc, avant de parler, j'allais dire même d'année blanche, c'est déjà de vous rappeler le dispositif sur les dividendes et les intérêts de compte courant. Donc, je vous rappelle que notre cher nouveau président nous a instauré un nouveau régime d'imposition. Vous avez dû en parler, la flat tax Macron, ou dit dans un jargon plus courant, le PFU, prélèvement forfaitaire unique. Aujourd'hui, on est dans un régime d'imposition, alors là, pour le coup, qui est simple, c'est 30%. Mais après, on verra qu'on a des options. Donc, qui dit option dit tiroir. Qui dit tiroir dit quelle option choisir. Ça dépend, bien évidemment. Ça dépend de chacun de sa situation. Mais aujourd'hui, de plein droit, vous êtes en PFU. Donc, PFU, 30%, je vous rappelle, c'est une décomposition de 12,8 d'impôt sur le revenu et de 17,2 de CSG, avec une CSG qui n'est pas déductible. On verra après, il y a une part de CSG qui est déductible. Donc ça, c'est de base, si vous ne faites rien, c'est le régime courant qui s'applique. Par contre, vous pouvez, vous, en tant que contribuable, si ça vous est avantageux, retenir l'ancien dispositif, c'est optionnel. Donc vous devez faire cette option. C'est ce qu'on vous indique ici. L'option est annuelle, c'est pas parce que vous l'avez fait une fois que vous ne pouvez pas le faire l'année suivante. Et surtout, elle est globale. L'idée, c'est pas de se dire, d'ailleurs, je ne comprends pas bien qu'on laisse le choix, c'est forcément, elle est globale. Mais on ne peut pas imaginer de dire, j'ai des dividendes de ma société, je fais l'option pour le barème progressif et je touche des dividendes parce que j'ai 3-4 actions France Télécom et je reste sur le PFU avec mes actions France Télécom. Si vous faites une option, elle s'appliquera pour l'ensemble de vos revenus catégoriels, de vos dividendes. Dans quel cas c'est favorable ? C'est ce qu'on vous met ici, c'est qu'il faut regarder. Donc en fait, on vous a fait quoi ? On vous a mis les différentes tranches d'imposition qu'on a vues tout à l'heure, notre barème à l'impôt sur le revenu, 0, 14, 30, 41, 45, nos prélèvements sociaux,
L'application, je vais aller vite, de la CSG déductible, parce que quand on est dans l'option pour le barème d'imposition, on a 6,8% de la CSG qui s'impute et qui se déduit l'année précédente, donc il faut bien en tenir compte. On applique notre abattement de 40%, puisque quand on est au barème, les dividendes que l'on reçoivent un abattement de 40%. Vous avez 1000 de dividendes, vous déclarez 600 au final, enfin vous déclarez 1000, mais c'est 600 de base d'imposition. Donc si je fais mon taux d'imposition global selon la tranche dans laquelle je me trouve, vous avez un taux d'imposition crescendo. Donc vous comprenez que quand vous êtes à 0, 0 fois 0, ça fera toujours 0, mais que vous avez toujours 17,2 de CSG. C'est pour ça qu'on monte crescendo. Donc on compare quoi? On compare notre taux qui est ici versus le PFU à 30. Parce que le PFU, qu'on soit à 0, qu'on soit à 30, qu'on soit à 45, c'est toujours 30. Donc finalement, on s'aperçoit quoi? Il faut avoir un raisonnement et de se dire, du moment où mon foyer fiscal, c'est pas ma personne, c'est mon foyer fiscal, je suis dans une tranche d'imposition à 30 et plus, c'est le PFU sur lequel on gagne. Donc si vous êtes gagnant en PFU, vous n'avez rien à faire, vous ne cochez pas ma petite case magique. Si par contre vous êtes en dessous, que vous êtes dans des tranches d'imposition plus basses, à 14, dans ce cas-là, ça devient quand même intéressant. On voit que le gap, il n'est quand même pas négligeable. Il n'est pas négligeable au PFU, si c'est avantageux pour vous, c'est du 5%. Et il n'est pas négligeable dans l'autre sens. Vous comprenez bien que si vous êtes dans une tranche à 45 et que vous aviez l'habitude d'appliquer l'application du barème, et que vous cochez la case par habitude, entre guillemets, en disant j'ai toujours été au barème, je continue à être au barème, là, pour le coup, vous faites un peu une erreur parce que quelque part, si vous êtes dans une tranche à 41 ou 45, vous avez 10% de plus d'imposition. Bon, si vous avez 1000 euros de dividendes, c'est 100 euros de plus, vous en remettrez. Si vous avez 100 000 euros de dividendes, là, ça peut être un petit peu salé, écorcé. Okay. Donc voilà pour les dividendes. Maintenant, on va vous parler de plus-value. Donc les plus-values, quand vous vendez des titres, donc ce titre de votre société ou quand vous vendez des actions en bourse. Donc le principe, là encore, flat tax Macron, principe obligatoire. Si vous avez des cessions d'actions, on est bien au PFU, c'est le même, 30% qui va s'appliquer sur votre plus-value. Mais là encore, vous pouvez opter, c'est la même option qui s'applique au même endroit, pour le barème progressif et l'application d'abattement. Je ne vais pas faire trop compliqué, il y a 2 séries d'abattements aujourd'hui qui s'appliquent. On a un abattement de droit commun qui s'applique à l'ensemble des contribuables, en gros qui vous dit que plus vous détenez vos actions ou vos titres de société dans votre portefeuille depuis longtemps, il y a un objectif de permettre aux contribuables d'avoir une détention longue en termes de portefeuille boursier, on a un abattement de 65%. Si en sens inverse, entre guillemets, vous boursicotez, vous faites des allers-retours, tant que vous détenez vos titres de moins de 2 ans, vous n'avez 0 abattement. Aucun abattement. Vous avez une série d'abattements renforcés. On verra dans certains cas, c'est surtout quand vous détenez des titres de PME. Les titres de PME, c'est quand la société que vous détenez a moins de 10 ans. 10 ans à l'origine. Ce n'est pas que vous les avez, vous, en portefeuille depuis moins de 10 ans. C'est au moment où vous avez souscrit les titres, il faut que la société ait moins de 10 ans. Donc dans ce cas-là, on retrouve un peu la même série d'abattements, mais on passe à plus de 8 ans, de 65 à 85. Mais c'est quand même avantageux. Et bien pareil, on ne va pas refaire tous les calculs. On vous a mis qui c'est qui est en vert, qui c'est qui est en rouge, quand est-ce qu'on gagne, quand est-ce qu'on perd. Là, il faut regarder. Là, c'est vraiment au cas par cas, il faut s'y pencher. Alors, comment on fait? Nous, je vais dire, c'est notre métier, on fait ça tous les jours. Puis surtout, on a des logiciels pour faire ça. Donc quelque part, on vous rentre les données, on fait le calcul de la plus-value, on met option 1, PFU, option pour le barème, on voit tout de suite ce qui est avantageux. Objectivement, pour un contribuable de faire la simulation sur le site impôt.gouv, c'est juste impossible. C'est juste impossible, ou alors il faut avoir plus qu'une après-midi à passer. Parce qu'en fait, il faut aller jusqu'au bout de la déclaration. Vous savez, vous devez cliquer toutes les cases pour pas la déclarer, pour l'annuler et faire un imprime écran, revenir et refaire la déclaration dans l'autre sens. C'est ubuesque, donc ça décourage bien évidemment tous les contribuables. C'est pour ça qu'on a mis le PFU, c'est simple pour tout le monde. Ça peut être avantageux pour l'administration aussi, dans certains cas. Donc c'est ce qu'on vous met ici, vous l'avez compris, c'est que quand vous êtes dans le vert, à ce moment-là, c'est le barème qui est le plus avantageux, parce que dans tous ces cas, vous êtes en dessous de 30%. Au-dessus, à l'inverse, dans tous les autres cas en rouge, notamment quand vous avez des actions détenues dans votre portefeuille sur des durées courtes, moins de 2 ans, ou en abattement général entre 2 et 8 ans, là, c'est le PFU qui est plus avantageux parce que vous vous retrouvez dans une imposition plus forte en étant au barème. D'accord ? Donc généralement, je ne veux pas non plus avoir un raccourci, vous dire, de toute façon, allez, la plupart des contribuables sont dans une tranche marginale à 30, ce qui est assez vrai.
c'est pas le cas de tout le monde, mais en général, on peut faire ce raccourci, et que c'est vrai aussi qu'à partir de 30, c'est souvent le PFU qui gagne. Donc vous pouvez aussi vous dire, j'ai pas trop envie de m'embêter, je fais rien, j'opte pas, je suis au PFU, et globalement, je serai gagnant. C'est vrai, mais pas tout le temps. Et selon le montant de la plus-value que vous déclarez, le calcul peut être fait et peut être plus intéressant. Donc là, je ne sais pas si vous avez pris des boîtes de Doliprane avec vous, mais c'est le moment de les sortir en tous les cas, parce que là, ça va devenir bougrement compliqué. Et je laisse la parole à Sandrine. Donc les revenus des indépendants. Donc qu'est-ce qu'un indépendant, hein? Donc c'est tout ce qui est chef d'entreprise qui déclare dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles et les dirigeants de société. Donc les dirigeants de société, c'est toutes les personnes qui contrôlent leur société, donc tout ce qui est gérant majoritaire, président de SAS. Alors eux, comment ils vont déclarer leurs impôts? Comment on va déterminer la part qui est exceptionnelle ou pas? Donc il va falloir faire référence aux 3 derniers exercices. Donc on va prendre comme année de référence 2015, 2016 et 2017. On va comparer le résultat ou la rémunération du dirigeant de 2018 par rapport à ces 3 derniers exercices. Donc la fraction de revenus 2018 qui est supérieure à la rémunération la plus élevée des 3 derniers sera considérée comme exceptionnelle. Donc on a les revenus des 3 dernières années sous forme d'histogramme. Donc 2015, 2016, 2017. On voit que 2018 est largement supérieur aux 3 dernières années. Donc l'administration va appliquer le CIMR à hauteur du revenu de 2016. Et au-delà, il n'y aura pas de crédit d'impôt pour cette partie de revenu. Donc là, ce sera du revenu exceptionnel, donc soumis à imposition. Pour 2019, parce que bon, les revenus des indépendants, un chef d'entreprise, une entreprise individuelle, c'est dur de calculer à l'avance ou de maîtriser son bénéfice, hein. Il y a des années où on est en haut, des années où on est plus bas. Donc en 2019, on va pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt complémentaire. Donc comme vous indique le schéma, en 2019, on fait plus que le revenu de 2016, mais moins que le revenu de 2018. Donc on va pouvoir bénéficier du crédit d'impôt complémentaire pour la fraction qui dépasse le revenu de 2016, mais qui n'atteint pas encore 2018. Donc il faut faire attention parce que les revenus des indépendants, pour calculer l'acompte de l'impôt, se calculent par catégorie de revenus et par membre du foyer. Donc si à l'intérieur du foyer fiscal, on a des revenus industriels et commerciaux, des revenus de gérants, des BNC, ça va s'apprécier par catégorie de revenus et par personne. Donc j'ai oublié de vous dire, pour les dirigeants de société, c'est par société. On ne cumule pas les revenus, on ne fait pas ce qu'on veut avec une société, on prend plus d'un côté, moins de l'autre, en fonction de la trésorerie, ça marche par société. Donc au niveau de la déclaration d'impôt, donc l'administration a créé une nouvelle page. Donc en case 1 AN, il va falloir indiquer la rémunération non exceptionnelle. Donc si votre rémunération 2018 est inférieure aux 3 dernières années, vous avez une petite case à cocher, la CAA, ça vous évite de remplir les 3 cases de dessous. Par contre, sinon, il va falloir remplir les 3 cases des revenus des années 2015, 16 et 17. Donc l'administration les a déjà, mais non, il faut qu'on les remplisse. Et ce qui va être très compliqué, c'est qu'il va falloir indiquer le revenu net imposable des années 2015, 16, 17, diminué de l'abattement pour frais professionnels de 10%. Donc il ne va pas falloir juste reprendre votre déclaration d'impôt des années 2015, 16 et 17 et recopier le chiffre. Il va falloir appliquer l'abattement. Mais dans le principe, c'est de se dire, en 2018, les revenus que je percevrai de ma société, c'est pour ça qu'il y a une coche spécifique, à ce moment-là, ne seront pas considérés comme des revenus exceptionnels et pas imposables. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon ça aurait été quand même un petit peu dur pour les créateurs d'entreprises. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup en France, on va essayer quand même d'éviter de les faire fuir et qu'ils aillent créer dans d'autres pays frontaliers. Alors, les revenus fonciers. Alors, il y a 3 grands principes dans les revenus fonciers qu'il faut poser, qu'il faut comprendre. Le premier, en fait, c'est que les charges pilotables rattachées à l'exercice 2018 sont déduites des revenus fonciers 2018. Ça peut paraître évident quand je le dis, mais vous savez, comme moi, pour ceux qui ont des revenus fonciers, c'est que le principe des revenus fonciers, c'est recettes-dépenses. C'est-à-dire que je prends ce que j'ai encaissé en 2018 et ce que j'ai décaissé en 2018. Ça, c'est la théorie. Sauf que, quelque part, l'administration veut avoir un revenu foncier pur en 2018. Elle ne veut pas
avoir sur l'année 2018 des choses qui viendraient des années antérieures. Par exemple, un locataire qui aurait un peu traîné à payer ses loyers en 2017, puis qui a rattrapé et qui a versé en 2018 3 mois, j'ai n'importe quoi, d'arriérés de loyer. Donc vous pouvez vous dire, normalement, ces loyers, ces arriérés de loyer, vous les avez touchés en 2018, ils sont imposables, mais parce qu'on est en année blanche, théoriquement, on effacerait l'impôt. Ça, l'administration, elle ne veut pas. Elle dit, attendez, vous auriez dû les toucher en 2017, si vous les aviez touchés en 2017, ils auraient été imposables, vous les touchez en 2018, vous n'allez pas les rendre non imposables par le jeu du CIMR, pas possible. Donc il va falloir vous indiquer, il y a des cases, ils ont prévu à tout, ils ont pensé à tout, spécifique, pour dire, attention, dans mes revenus 2018, dans mes loyers de 2018, j'ai de l'arriéré, donc cet arriéré, je dois le déclarer et il sera imposable. On va voir, et ça on va bien le détailler ensemble, il y a un gros blog bien consistant, bien compliqué sur les travaux, parce que les travaux, vous doutez bien que si vous engagez des travaux en 2018 ou en 2019, c'est pas la même, on va bien le détailler, bien le comprendre ensemble. Et on va voir également qu'on doit avoir un raisonnement par rapport aux charges sur l'échéance normale. Là encore, l'idée de l'administration, c'est vraiment d'avoir un revenu fiscal, revenu foncier le plus pur possible par rapport à ce qui se rattache à l'année 2018. On veut vraiment évacuer ce qui est payé d'avance ou ce qui vient des années antérieures qui aurait dû être en 2017 ou 2016 et qui tombe par effet de paiement en 2018. Donc on vous prend un petit exemple. On prend ici la taxe foncière de 2017. Le contribuable aurait un peu traîné pour la payer en 2017. Il la paye en 2018. Là, pour le coup, la taxe foncière sera déduite des revenus fonciers de 2018, car acquittée en 2018. C'est juste normal. Je veux dire, elle aurait dû être déduite en 2017. Vous la payez en 2018, elle est déduite de 2018. Pas de souci. Mais on le verra après, c'est que l'imposition des revenus fonciers en 2018, il n'y en aura pas. Donc l'effet, il est nul. Donc ça, pour l'administration, ça ne pose pas de problème. Ce qu'elle veut éviter, l'administration, c'est ce cas-là. En fait, c'est le fait d'avancer le paiement des dépenses. Admettons que, par exemple, vous ayez, on a pris cet exemple, une prime d'assurance au titre de 2018 que vous décalez et que vous payez en 2019. Parce que vous avez bien compris, vous allez peut-être le comprendre après, c'est que les revenus fonciers, plus vous en avez en 2018, moins ils seront imposables. Donc tant qu'à faire, les charges, autant les imputer sur l'année 2019. Vous serez gagnant à faire ça. Mais l'administration, ça, elle n'en veut pas. Donc en gros, elle est en train de nous dire, attendez, vous auriez dû payer votre avis d'assurance, on a pris cet exemple-là, en 2018, vous l'avez volontairement décalé en 2019, alors volontairement ou pas, mais bon, vous l'avez décalé en 2019, vous devez quand même le rattacher au titre de vos revenus fonciers 2018. Vous devez rattacher l'échéance normale de vos dépenses. Donc on a pris le cas d'une dépense d'assurance, ça pourrait être exactement le même cas sur une dépense de travaux que vous faites, travaux de fin d'année, votre plombier vous fait la facture le 15 décembre, vous la payez normalement, vous le traînez un peu pour la payer, vous la payez le 5 janvier, bon, vous n'étiez pas plus en retard que ça. Théoriquement, si on est dans le régime classique, recettes, dépenses, le paiement en 2019 aurait dû être déduit de 2019. Non, là, vous devez faire un retraitement et vous devez rattacher votre facture de travaux d'entretien au titre de l'année 2018 parce que la facture est à échéance de 2018. Donc là, il faut faire attention, il y a une vraie gymnastique à faire parce que c'est pas simple. Alors, une fois de plus, si on est sur des petites sommes, si vous décalez 20 €, je pense que vous pouvez vous dispenser de ces retraitements. Mais sur des factures importantes, de travaux notamment, il faut être vigilant. Alors là c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quand vous êtes sur le site des impôts, voilà ce qui apparaît. Quand vous êtes sur votre déclaration de revenus fonciers, vous avez un gros message comme ça qui apparaît. Moi, ça a tendance à m'angoisser quand je vois ça. Et on vous dit, attention, pour effacer l'année blanche, pensez à bien remplir les bonnes rubriques. Donc tout de suite, on va sur les bonnes rubriques, puis vous allez voir que c'est imbitable en fait. Voilà. Bon, mais ça, c'est très français, ça. Alors, c'est très administration, en tous les cas. Ouais, parce qu'il y a c'est des énarques qui créent tout ça, faut le savoir. C'est pas des gens comme nous. Alors, comment on va devoir faire ? En fait, on va devoir, dans cette catégorie, à la fin de la déclaration de revenus fonciers, vous avez ces nouvelles pages qui ont été créées et qui portent aussi un peu à confusion. Moi-même, je me suis pris un peu les pieds dans le tapis, parce que déjà, on vous demande d'indiquer les revenus bruts. Bon, moi, je suis expert comptable. Un revenu, pour moi, c'est le revenu imposable, c'est-à-dire mon montant de revenus fonciers. Pour l'administration, non, un revenu, c'est les loyers ici qu'il faut indiquer. Donc déjà, ils auraient mis loyer brut ou loyer, ça m'aurait déjà un peu plus parlé. Donc dans cette case-là, vous ne faites pas piéger. Quand on vous parle de revenu brut, ce n'est pas votre revenu foncier une fois que vous avez déduit toutes les charges, c'est les loyers qu'il faut indiquer. Donc ça, il faut être très vigilant. Immeuble par immeuble, je prends un exemple où il y a 3 immeubles. Voilà. Après, il faut justement indiquer les revenus non exceptionnels.
Donc là, on a pris un cas simple où le contribuable avait que des revenus courants, il n'avait pas de décalage, ce que je vous ai expliqué, d'un revenu de l'année 2017 qu'il aurait encaissé en 2018. Mais admettons, j'aurais pu prendre cet exemple-là, mais ça aurait été un peu plus complexe, mais admettons que dans les 11 000 euros, il y avait 2 000 euros justement en décalage au titre de 2017. Et ben notre contribuable, il aurait indiqué ici 9 010 et pas 11 010. On doit dans cette case indiquer les revenus non exceptionnels. Donc les revenus courants. Ils auraient pu mettre indiquer les revenus courants. Non, ils ont préféré jouer par la négation, indiquer les revenus non exceptionnels. Et enfin, summum du summum de la complexité, fraction des revenus nets fonciers soumis à l'impôt. Donc là, vous allez me dire, c'est logique, c'est les 2 000 euros dans mon cas. Eh ben non, ça n'a rien à voir, c'est tout autre chose. C'est ce que je vous expliquais au tout début, c'est-à-dire les revenus qui seront par nature toujours considérés comme exceptionnels. Mes indemnités de pas de porte, ou dans certains cas, quand il y a une rupture d'engagement du locataire, je vous le marque juste après ici, c'est des cas assez rares, j'en conviens. Vous savez, quand vous avez des engagements de location sur des régimes de défiscalisation, Borloo, De Robien, ces choses-là, vous avez des engagements de location pendant 9 ans. Admettons que il y ait une rupture dans l'engagement de location, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Vous devez indiquer dans ces cases spécifiques le montant correspondant. Donc là, vous ne vous faites pas piéger par cette case. La fraction de revenus nets soumis à l'impôt, ce n'est pas la différence entre le revenu courant et le revenu exceptionnel. C'est juste tout autre chose. Donc 98, voire 99,9% des cas, vous mettrez 0. C'est très rare. Je crois qu'on a identifié au cabinet un client qui avait ce cas-là. Tant pis pour lui. Voilà, donc c'est ce qu'on vous dit ici. C'est même écrit petit, et pourtant on a repris, c'est pas moi qui ai fait le schéma, c'est le schéma de l'administration. Je pense que c'est un bel exemple de choc de simplification, mais ça devient vraiment très compliqué. Mais en gros, c'est ce qu'on vous explique, c'est que le CIMR sur les revenus fonciers, ça va être votre bénéfice foncier, après certains retraitements, ce qu'on a vu, le décalage des dépenses, si vous avez décalé des dépenses, etc. Donc une sorte de revenu foncier retraité, versus mon produit en croix, ma bonne règle de 3, entre les recettes courantes versus l'ensemble des recettes totales du foyer fiscal. Là, on va faire un petit focus sur les travaux. Parce que les travaux, là encore, l'administration, craignant, entre guillemets, que les contribuables diffèrent en fait les travaux qu'ils engagent sur leurs biens, a mis en place, là encore, un système assez complexe, assez ingénieux quelque part, mais complexe. L'idée, c'est quoi ? Vous l'avez compris, c'est que, entre guillemets, vos revenus fonciers de l'année 2018, en fait, ils seront annulés par le jeu du CIMR, si tant est que ce soit des revenus courants. C'est-à-dire, vous avez vos loyers courants, il n'y a pas eu de décalage d'une année sur l'autre, etc. Donc, quelque part, le contribuable qui engage des travaux en 2018, les travaux, ils sont déductibles, il n'y a pas de souci, mais vu que les revenus ne sont pas imposés, en fait, ces travaux, ils servent à rien. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez engagé des travaux, je ne vais pas dire pour rien, vous avez amélioré votre bien, vous l'avez rendu peut-être louable plus facilement, vous l'avez amélioré. En termes de fiscalité, c'est complètement nul et ça ne sert pas à grand-chose. Conscient de ça, l'administration s'est dit, oula, on a quand même un risque que la plupart des contribuables comprennent ça et décalent l'ensemble des travaux sur 2019. Parce qu'en 2019, on revient dans un schéma classique. Donc il y a un pan de l'économie qui s'appelle l'artisanat, je pense qu'on aurait souffert un petit peu. Bon, il n'empêche qu'avec tout ça, ils en souffrent quand même parce qu'à la fin, on n'y comprend plus rien et que ça génère de l'incompréhension et que les gens, quand ils ne comprennent pas, ils retardent quand même. Ça, c'est un mécanisme naturel et qui est très humain aussi. Donc, en fait, l'administration, elle nous dit quoi ? Elle nous dit, en fait, en 2019, ce qui va se passer, c'est que les travaux que vous allez engager en 2019, vous n'en déduirez que 50%. En gros, quelque part, c'est pour vous inciter à faire des travaux tout de suite, en 2018, même s'ils ne seront pas déductibles. Quelque part, c'est pour pénaliser le contribuable qui décalerait ses travaux en 2019. Alors, c'est complètement ubuesque, mais c'est comme ça. Alors, il y a quand même des exceptions, parce que vous allez me dire, mais attendez, moi, mes travaux, ok, je peux les piloter, mais admettons que j'ai eu 4 forces majeures, un dégât des eaux, travaux, ce qu'ils appellent d'urgence, on va me pénaliser en 2019 alors que j'y peux rien d'avoir eu un dégât des eaux. Dans ce cas-là, à condition de le prouver, vous voyez ce que je veux dire, il va falloir donner quand même quelques explications à l'administration, on vous permettra de déduire en totalité les travaux que vous engagez en 2019. Bien évidemment, ça n'a pas été le cas dans la première version du texte. Nous, on avait trouvé ça hallucinant. Le contribuable qui achète un bien en 2019, pour le coup, il n'a pas pu en faire en 2018, il n'avait pas de bien. Donc forcément, dans ce cas-là, en fait, l'administration admet que l'intégralité des travaux réalisés en 2019 seront déductibles. Mais à condition d'avoir acheté le bien en 2019. J'ai envie de dire, et le gars qui a acheté le 18 décembre chez le notaire, comment il fait, lui ?
Et on n'a pas prévu, donc vous ferez une lettre, voilà, je sais pas. Mais c'est des cas réels, j'ai un cas comme ça. Alors, et on a des cas aussi sur les immeubles, fondation du patrimoine, tout ce qui est classé historique, mais ça c'est assez rare. Alors, pour comprendre, comment ça se passe? Donc, notre contribuable, Monsieur X, il veut engager des travaux de 40 000. Notre exemple vous permet de comprendre qu'en fait, que vous les fassiez en 2018 ou en 2019, alors à l'arrivée, ça revient exactement au même, vous n'en déduirez que 50%. Pourquoi? S'il concentre ses dépenses de travaux en 2018, le gars, en fait, il va pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale. On a vu, les travaux restent déductibles. Mais, in fine, on est couvert par le CIMR. Donc, les revenus fonciers ne sont pas imposables. Donc, à la limite, ce que je vous disais, les travaux que vous avez engagés, ça ne sert pas à grand-chose parce que de toute façon, le revenu n'est pas imposable. Par contre, il va bénéficier, c'est un peu la magie du système, de 20 000 € de déduction supplémentaire en 2019. Pourtant, il n'a rien fait, il n'a fait aucun travaux en 2019. Parce que quelque part, il a cette perte sur la faculté de déduire des travaux, on va lui en donner 50% en 2019. Donc il bénéficiera d'une réduction de 20 000 €, 50% de 40 000. Après, il peut choisir d'étaler, alors on a été très scolaire pour la compréhension, 20 000, 20 000 entre 2018 et 2019. Donc les 20 000 qu'il engage en 2018, il les déduit mais couvert par le CIMR, donc ça ne sert pas à grand-chose. Et en 2019, il récupérera 20 000 qui est 50% des 40 000. 40 000 engagés entre 2018 et 2019. On fait la somme des 2 années, on en prend la moyenne, 50%. Et enfin, dernier cas, s'il se dit non, moi c'est trop compliqué, volontairement je reporte en 2019, lui il est un peu pénalisé puisqu'il ne pourra déduire une fois de plus que 50% des 2 années. Donc 50% de 40 000 engagés en 2019, on retrouve nos 20 000. Moi j'ai envie de dire, le gars, s'il peut décaler en 2020, il déduira 40 000. Donc tout ça pour ça, quoi. Voilà. Bon, maintenant il faut pouvoir décaler. Mais dans certains cas, moi j'ai eu des discussions avec des clients, ils m'ont dit on va attendre gentiment le départ du locataire, à condition qu'il y ait un peu de turnover sur le parc locatif, puis je vais engager mes travaux en 2020. Hein. Parce que quand on vous pénalise, on vous permet de déduire que 50% en 2019, celui qui n'a pas voulu faire de travaux en 2018 parce qu'il n'en avait pas à faire et qui veut en engager en 2018, le principe du décalage que l'administration a voulu gommer par ce jeu-là pour ne pas pénaliser le secteur du bâtiment, on est en train de faire exactement la même chose en 2019. C'est compliqué, c'est ubuesque, c'est malheureux, mais c'est comme ça, il faut s'y plier. Voilà. On a presque fini, on va vous parler, là encore, il y a des petits points de vigilance à avoir sur le sort des charges déductibles. Donc le CIMR, il est calculé avant imputation des charges déductibles. Donc ça ne concerne pas les contrats Madelin. Donc les charges déductibles du revenu global, c'est les déficits fonciers dans la limite des 10 700, les dépenses pour les monuments historiques, les déficits professionnels, le rachat de trimestre de retraite, la CSG déductible, les pensions alimentaires et les cotisations PERP. Le PERP, donc ils ont créé un dispositif anti-abus. Donc pour les gens qui versent régulièrement des sommes sur leur PERP, il faut faire attention. Donc on vous a pris un petit exemple. Donc en 2017, si on verse 10 000, en 2018 on continue à verser 15 000, en 2019 on augmente, on reverse 20 000, en 2019 on pourra bien déduire nos 20 000. Si par contre dans le deuxième exemple on voit qu'en 2018 on verse rien parce qu'on se dit c'est l'année blanche, ça sert à rien, j'ai pas besoin d'avoir de charges déductibles, et qu'on verse le double sur 2019 pour récupérer ce qu'on n'aura pas pu déduire sur 2018, on voit qu'on fait le même mécanisme que pour les revenus fonciers. On prend que 50% de la somme versée de 2019 si on n'aura rien versé en 2018. Donc en 2019, on pourra déduire que 15 000. Et par contre, si nos versements diminuent, mais c'est parce que on n'a pas d'argent à verser ou autre, dans ce cas-là, l'administration a prévu le cas quand même qu'on puisse déduire les 10 000 € versés en 2019 si on a versé en 2018 un montant. Moi, je voulais quand même juste préciser que, je pense que vous l'avez compris, l'idée, c'est on a essayé de rester simple, en plus, c'est d'essayer de vulgariser la chose. Moi, je ne veux pas faire pas de politique, c'est pas ce que je veux faire, mais c'est quand même de comprendre qu'aujourd'hui, de faire une déclaration de revenus, c'est quand même un acte qui devient très compliqué, quoi. Je pense que vous l'avez vu. Ça devrait être un acte simple, un acte civique, c'est-à-dire qu'on devrait être content de faire sa déclaration, ça devrait être simple, il devrait y avoir 3 clics à faire. On s'aperçoit que pour certaines catégories de contribuables, et je pense que vous en faites partie, les dirigeants de société, on a déjà un environnement qui est compliqué au sein de votre entreprise.
et on rend encore la chose compliquée au moment de la déclaration de revenus. Donc ça, je pense que c'est pas prêt de se calmer en France, malheureusement. Il y a un emballement des textes et de la phobie administrative qui en résulte. Et on peut vraiment le regretter. Donc souvent, on a des réflexions en disant « Oui, mais ça vous fait du travail, vous les experts comptables ». C'est vrai, mais c'est du travail, nous, on n'a rien demandé. En l'occurrence, ce n'est pas spécialement du travail qui apporte de la valeur ajoutée à nos clients. Moi, je préférais passer du temps à apporter de la valeur ajoutée et vous accompagner, parce que le temps qu'on passe là-dessus, on n'est pas à vos côtés à vous accompagner sur votre business, sur travailler sur des business plans, sur des tableaux de bord, des choses comme ça. C'est malheureux, on peut le regretter. En tous les cas, on fait face, on essaye, on se forme, on essaye justement de vulgariser un peu la chose, de rendre la chose un petit peu plus dynamique et d'essayer de voir avec vous, parce qu'il y a quand même des sources d'opportunités, d'optimisation, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire. Il faut bien comprendre que quand il y a des textes compliqués, ça permet à des gens qui ont un peu d'ingéniosité de lire entre les lignes et de voir ce qui peut être applicable, et en tous les cas, pour vous, d'éviter les pièges, c'est ce qu'on a voulu faire ici, et d'essayer d'optimiser vos situations. Donc, je sais que pour certains qui sont dans la salle, on fait vos déclarations de revenus, on s'en occupe. Donc, globalement, on essaiera d'éviter les pièges et que tout soit bien abordé. Pour ceux qui hésiteraient encore et qui sont vraiment passionnés par les déclarations de revenus, donc si vous avez du temps à consacrer à ça, allez-y. En tous les cas, on est là pour ça, on s'est formé. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est n'hésitez pas à venir nous voir, nous solliciter, moyennant quelques honoraires, effectivement. Mais on va vous soulager du temps, de la contrainte, et vous apporter un peu plus de sérénité, et vous passerez votre week-end avec votre femme et vos enfants à faire du vélo au lieu de faire votre déclaration de revenus. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Avant, s'il y avait quelques questions, et on aura un petit buffet, on pourra continuer la discussion au buffet.